Salam alaikum, Azoul, Fellawen, wesh rakoum. Écoutez, franchement, je suis épaté, agréablement surpris par les milliers de commentaires maintenant. Parce que c'est à peu près 800 à 1200 commentaires par vidéo ces derniers temps. Chapeau, et puis vraiment merci. يعطيكم الصحة على les commentaires راكم تبيبليو فيهم في يوتيوب في فيسبوك. Et parce que c'est pas évident de parler de souveraineté nationale, siyada wataniya, dans le domaine énergétique, في المجال الطاقوي. Vous savez que l'Algérie a bien changé depuis les années boumediennes. Vous voyez bien que le président Saad Majid Tebboune, il essaie de faire le maximum pour améliorer la situation, mais c'est très difficile avec un personnel diplomatique, un personnel politique, un personnel énergétique euh, qui a été formé pendant les 4 mandats de feu Abdelaziz Bouteflika, vous savez, avec la meilleure volonté du monde. C'est très difficile de changer les choses. Et d'ailleurs, quel que soit le président qui arrivera au pouvoir aujourd'hui, il ne pourra pas changer grand-chose. Car avec qui il va travailler? يخدم مع الناس اللي المرحوم عبد العزيز بوتفليقه هو اللي كونهم. ما يقدروش. على بالكم بلي الناس اللي تربوا مع الفساد ما يقدروش يولوا ناس صالحين يبغوا البلاد يدافعوا على السيادة الوطنية. مستحيل, impossible. Alors aujourd'hui, on va parler de diplomatie. Oui, parce que vous avez entendu la dernière nouvelle, le Portugal a décidé de reconnaître la marocanité du Sahara occidental après de nombreux pays. Et là, il faut s'interroger. Alors, il y a deux méthodes, hein. Il y a deux méthodes. Ou bien on fait l'autruche, on fait comme si on ne voyait rien, on continue à dire que l'Algérie c'est la meilleure du monde, que notre politique c'est la meilleure du monde, que la diplomatie algérienne c'est la meilleure du monde, que la Sonatrach c'est la meilleure entreprise mondiale des hydrocarbures, que le peuple algérien c'est le meilleur du monde. Oui, on peut faire ça. Et tout le monde va être content, je vais avoir beaucoup de j'aime sur Facebook et sur YouTube, et on va bien dormir, on va bien manger, et on va être heureux. Donc ça, c'est l'option 1. Option 2, c'est faire un tableau comparatif de ce qu'était l'Algérie avant, c'est-à-dire à peine 10 ans après l'indépendance, et ce qui est devenu l'Algérie aujourd'hui. Et dans ce cas-là, il faut regarder les choses en face, sans populisme, sans démagogie, et sans se faire d'illusions. Voilà, donc vous connaissez ma personnalité, je suis plutôt partisan de la deuxième option, c'est-à-dire faire un tableau comparatif de ce qu'était l'Algérie, notamment la diplomatie algérienne dans les années 70 et 80, et avec ce qu'elle est devenue aujourd'hui à cause d'un personnel diplomatique formé pendant 4 mandats par feu Abdelaziz Bouteflika. Et vous savez que feu Abdelaziz Bouteflika autant était un excellent ministre des Affaires étrangères, autant il a été un président imbu de son image, accroché au pouvoir et qui mettait d'abord ses intérêts personnels avant les intérêts de l'Algérie. Et c'est la raison pour laquelle il a décidé de se mettre sous la protection de la France et des multinationales étrangères. C'est ce que j'ai condamné et dénoncé dans ce livre publié en juillet 2018, c'est-à-dire bien avant le Hirak, où je dressais un portrait sans concession de la dictature Bouteflika sous la protection française. Donc c'est un livre rédigé en anglais. Oui, je faisais la promotion de l'anglais, vous voyez, juillet 2018. Alors, on va essayer de comprendre d'abord ce qu'est la diplomatie. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai fait mon rôle d'étudiant, donc je me suis mis sur le site d'une université américaine qui s'appelle Bay Atlantic University, et qui définissait ce qu'était un diplomate et ce qu'il faisait vraiment. Voilà, vous pouvez regarder, hein. C'est un choix comme un autre, hein. Vous savez, à un moment donné, quand on voit la déflagration de la diplomatie algérienne aujourd'hui, quand on la compare aux années 70, il s'agit d'une déflagration. C'est-à-dire que nous n'avons plus de diplomates, nous avons des fonctionnaires, voilà, qui obéissent aux ordres par téléphone. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai trouvé utile de revenir à la définition de la diplomatie. Alors, bismillah, regardez ce qu'il y a marqué. Que font les diplomates? Eh bien, on y va. On y va, comme un étudiant.
Alors, dans cette présentation de la diplomatie, de ce que font les diplomates, voilà ce qui est écrit. Les responsabilités diplomatiques de la plupart des pays sont réparties en 3 grandes catégories. Les services politiques, les services commerciaux et les services consulaires. Alors vous voyez, on revient à l'école. Parce que quand on voit que ça ne va pas, il faut revenir aux fondamentaux. C'est un peu comme ceux qui se sont écartés de la religion musulmane. Il faut revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire le Coran al-Karim ou Sunna. C'est comme ça. Donc on fait pareil au niveau de la diplomatie. Alors, je vous ai dit, services politiques, services commerciaux, services consulaires. Alors, c'est quoi d'abord un responsable politique? Un responsable politique, nous dit-on, rend généralement compte des développements locaux, et donc dans le pays où il est, et préconise le soutien aux intérêts du pays. Donc, prenons l'exemple de la France. On va utiliser l'exemple de la France. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que dans les responsabilités diplomatiques, il y a un responsable politique qui rend compte des développements locaux du pays et préconise les intérêts au soutien du pays? Moi, je ne vois pas. On continue. Deuxième catégorie, les consulaires. L'agent consulaire, à quoi il sert? Il s'occupe des problèmes de voyage quotidiens tels que les passeports perdus et fournit des services essentiels aux citoyens dans le besoin. Vous savez qu'en France, par exemple, on a 5 millions d'Algériens. 5 millions d'Algériens. Vous avez entendu? On a un agent consulaire en prison. 4 ont été emprisonnés aussi, plus 3 poursuivis par le parquet national antiterroriste français. Est-ce que vous avez l'impression que les 20 consulats algériens, dans ces conditions, sans ambassadeur, vous savez qu'il y a eu le retrait de l'ambassadeur d'Algérie à Paris le 30 juillet 2024, vous croyez qu'on peut défendre 5 millions d'Algériens sans ambassadeur avec des diplomates en prison? On poursuit. Troisième catégorie. Agent commercial. Il fait la promotion des intérêts des entreprises du pays, c'est-à-dire de l'Algérie, en leur présentant des liens utiles, en les informant des opportunités commerciales, sans rachouat bien sûr, sans corruption, en fournissant des conseils pour des visites et les informations nécessaires qu'ils peuvent utiliser. Voilà. Donc je résume, les responsabilités diplomatiques, c'est services politiques, services commerciaux, services consulaires. Ok. Maintenant, on va aborder le vrai sujet, c'est-à-dire les 13 compétences nécessaires d'un diplomate. Ça, c'est très important, puisque n'importe qui ne peut pas être diplomate, vous l'avez compris. C'est pas parce que je sais pas moi, votre père, votre oncle est ministre ou général que vous allez être diplomate. Non, non, parce qu'il faut des compétences. Si vous avez été formé, allez, mais si vous n'avez pas été formé, non. Non, et c'est peut-être une des raisons pour laquelle la diplomatie algérienne est en train de dégringoler. Oui, quand on la compare aux années 70, on va y arriver. Alors, bismillah. 13 compétences essentielles pour être diplomate. Les diplomates doivent gérer calmement les situations stressantes et difficiles. Et vous savez qu'il y en a beaucoup en ce moment. Au Sahel, en Europe, avec notre voisin de l'Ouest, avec les BRICS qui n'ont rien fait pour nous faire accepter, notamment nos partenaires historiques, la Russie, la Chine. Donc vous voyez, il faut qu'il arrive à gérer les situations stressantes et difficiles. Et les diplomates doivent s'adapter rapidement aux situations changeantes. Vous entendez? S'adapter rapidement aux situations changeantes. Vous avez remarqué que la situation a changé depuis 50 ans? Non? Oui? Non? À votre avis, est-ce que la situation est la même que dans les années 70, à l'époque de Boumedienne? Ou alors c'est la même? Je sais pas, moi j'ai l'impression que ça a beaucoup changé. Et même ça a changé depuis qu'il y a un nouveau président américain, Donald Trump. Vous avez vu comment ça a changé, mais alors radicalement. Donc, le diplomate doit s'adapter rapidement aux situations changeantes. C'est ça qu'on apprend aux étudiants en diplomatie dans les universités américaines. On continue. Les diplomates doivent travailler avec des personnes d'autres cultures, qui ont d'autres valeurs, d'autres croyances politiques et des religions différentes. Ah oui, s'adapter, c'est dans tous les sens du terme. Ainsi, les diplomates doivent avoir un bon jugement et une grande intégrité. Bon jugement, c'est-à-dire bien analyser
la situation, il prend la décision rapidement. Voilà, ne pas laisser les choses traîner, comme ce qu'on fait entre la France et l'Algérie depuis le 30 juillet 2024. Ça traîne, ça pourrit. Et maintenant, on a des diplomates en prison en France et personne ne fait rien. On va y arriver. Et ils ont besoin pour cela de solides compétences analytiques. Ça veut dire quoi, solides compétences analytiques? Ça veut dire qu'il faut que ce soit des gens formés dans des grandes écoles de diplomatie. L'Institut diplomatique algérien aujourd'hui, bon, on voit le résultat. Hein. Et il faut qu'ils soient intelligents, il faut qu'on soit compétent, qu'ils connaissent plusieurs langues, qu'ils soient vifs d'esprit. On va y arriver. Il existe un certain nombre de compétences qu'un diplomate doit posséder pour pouvoir assumer et s'acquitter de ses responsabilités, c'est-à-dire être à la hauteur de ses responsabilités. Certaines de ces compétences sont, allez, on va énumérer, il y en a 14. Ça y est, bismillah. 1. Un intérêt pour les affaires étrangères d'autres pays et pour les cultures. Donc, un diplomate, il ne faut pas qu'il cherche juste à aller être à Paris, à Londres, à New York, parce que c'est bien, parce qu'il y a des devises. Non, il faut qu'il ait un intérêt pour les affaires étrangères et pour les autres pays, pour les autres cultures. 2. Il doit avoir des compétences en communication. Écoutez, pour l'instant, les diplomates algériens, leur communication, excusez-moi, hein, j'entends pas beaucoup. Hein. Vous avez entendu des diplomates algériens parler en dehors de notre ambassadeur à l'ONU? Hello. Compétences en communication? Proche de zéro. On continue. Ah si, pour faire des communiqués de presse, ils sont doués. Mais la communication, c'est la communication écrite et la communication orale. Ben oui, il faut parler, il faut communiquer aux presses du monde entier. Pas simplement à Nahar, Shourouk, ou Al-Watan, ou l'Algérie 360. Troisième compétence. Compétence de pensée critique. Pensée critique, ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable de se remettre en question, d'analyser un texte et dire je suis d'accord, et dire pourquoi je suis d'accord, et être capable de dire je ne suis pas d'accord, et présenter les arguments pour dire je ne suis pas d'accord. C'est ça la pensée critique. C'est-à-dire être capable de remettre en question une proposition, une résolution, un point de vue, un communiqué qui n'est pas conforme aux intérêts de l'Algérie. C'est ça, pensée critique. Critique, c'est-à-dire réfléchir de façon critique, c'est-à-dire avec des points de vue contradictoires. Et oui, ça s'apprend à l'école, ça. Aujourd'hui, la pensée critique en Algérie, dans la diplomatie algérienne, on est proche de... Bon, vous avez compris. Quatrième compétence. Pensée constructive et innovante. Ah. Alors, constructive, c'est-à-dire construction, c'est-à-dire être capable de construire une pensée, pas à pas, de façon solide, bien sûr, étape par étape. Et innovante, ça veut dire quoi? Alors, je sais que dans l'islam, le bid'a, c'est interdit, mais en diplomatie, c'est absolument nécessaire. Bid'a, c'est ça l'innovation. C'est-à-dire quelque chose de nouveau. Un peu comme la technologie. Vous croyez que les téléphones Nokia, aujourd'hui, il y en a combien qui en ont au niveau technologique? Il n'y a plus de téléphone Nokia, c'est fini. Donc, Samsung ou Apple, iPhone. Ben oui, parce que ça bouge tout le temps, la technologie. Et comment elle bouge, la technologie? Grâce à l'innovation. C'est-à-dire des gens qui ont des idées nouvelles et qui sont en capacité de les mettre en pratique. Et bien la diplomatie, c'est pareil. Il faut avoir une pensée constructive et innovante. Quelque chose de nouveau. Réfléchir à quelque chose de nouveau. Ben oui, la diplomatie des années 70 et la diplomatie de 2025, c'est pas pareil. On ne peut pas répéter en 2025 ce qui a été pensé et qui était considéré comme innovant en 75. C'est pas possible. Vous imaginez, allez, un diplomate aujourd'hui qui dit ah non moi j'utilise pas Samsung ou l'iPhone, un téléphone filaire, un téléphone avec mal. Comment ça s'appelle déjà, j'ai oublié. Et quand on met les numéros comme ça là. Et ben en diplomatie c'est pareil.
On ne peut pas avoir des idées en 2025 qu'on véhiculait en 75 lorsqu'on avait le téléphone filaire. Non, aujourd'hui, le téléphone, c'est Bluetooth, on parle à distance, la visioconférence, c'est pas pareil. Ben, tout évolue. La technologie évolue, la diplomatie doit aussi évoluer. D'où cette quatrième compétence qui est une pensée constructive et innovante. Cinquième compétence, une approche proactive du travail. C'est-à-dire quoi, proactive? C'est-à-dire qu'il faut anticiper. Il ne faut pas attendre que quelqu'un vous dise ce que vous devez dire ou ce que vous devez faire. Voilà, il faut anticiper, préparer à l'avance. C'est ça, une approche proactive du travail. Vous avez l'impression que nos diplomates ont cette approche proactive du travail diplomatique aujourd'hui? Je ne sais pas, moi, depuis que le retrait de l'ambassadeur d'Algérie à Paris, depuis le 30 juillet 2024, on a l'impression que c'est statu quo. Voilà. C'est tellement statu quo que la mairie de Neuilly, où il y a toujours la résidence de l'ambassadeur d'Algérie, qui n'est plus là, a décidé de retirer les 19 places de parking. Ben oui, on n'anticipe pas. On ne dit pas à la mairie de Neuilly, attention, il ne faut pas toucher aux 19 places de parking, attention. Non, là, on attend la crise, après on négocie. Non. On va avoir une approche proactive du travail. Anticiper un coup, deux coups, trois coups, quatre coups, cinq coups. Comme aux échecs. Sixième compétence, être ingénieux. Ah, ingénieux. Vous vous souvenez le plan B de mai 19, les Factolia, et qui a été une réussite totale au Sénégal? Ben oui, il faut être ingénieux, il faut être rusé, il faut être intelligent, il faut être fin, il faut être délicat, de façon à rester toujours pacifique. Éviter l'usage des armes. C'est ça être ingénieux. Faire travailler son intelligence. Vous avez l'impression que la diplomatie algérienne est ingénieuse aujourd'hui. Septième compétence, la capacité de construire des relations. Est-ce que vous avez l'impression que les diplomates algériens aujourd'hui ont réussi à créer des relations, c'est-à-dire à créer des réseaux? Est-ce qu'ils ont des amis partout, à Londres, à Paris, à Pékin, à Moscou, au Cap, à Addis Abeba, à Kuala Lumpur? Est-ce que vous avez l'impression que nos diplomates aujourd'hui ont ce réseau, connaissent beaucoup de gens qui pourraient faire avancer les dossiers? Je ne sais pas, dossier du Sahara occidental, dossier de la Palestine, dossier des différentes guerres qu'il y a en Afrique aujourd'hui. Vous avez l'impression qu'on a beaucoup de réseaux aujourd'hui? En tout cas, est-ce que nos diplomates ont beaucoup de réseaux? Pas l'impression, parce qu'aujourd'hui, les problèmes qu'il y a en Afrique ne se règlent plus à Alger, ils se règlent à Doha. Vous avez vu là récemment, la République démocratique du Congo dont nous allons parler, c'est le Qatar qui a pris le relais de l'Algérie. C'est le Qatar qui a un carnet d'adresses, un réseau, et qui appelle tout le monde pour essayer de libérer les otages à Gaza, instaurer la paix en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'on fait? Farjou, on regarde. Donc vous voyez, capacité de construire des relations, on l'a perdu depuis longtemps. Huitième compétence, compétence décisionnelle. Donc un diplomate doit être décisionnaire. C'est ça la différence entre un diplomate et un fonctionnaire. Un fonctionnaire, il décide de rien. Un fonctionnaire, il a une fonction qu'il doit exécuter, c'est-à-dire Amar tabak. Je vous ordonne, vous faites. Un diplomate, c'est pas un fonctionnaire, voyons. Fonctionnaire, il doit réfléchir et décider en fonction d'une situation changeante. Vous avez l'impression que nos diplomates aujourd'hui algériens ont ces capacités, ces compétences décisionnelles. Neuvième compétence, il doit faire attention aux détails. Détails. Être précis, être méticuleux, ne pas faire des généralités, des déclarations générales ou à l'emporte-pièce. Non, il doit être très précis, il doit faire attention à tous les détails. Vous avez l'impression qu'on fait attention aux détails? Notamment dans les contrats, par exemple, où nous perdons 95% des procès à l'étranger. Ben oui, parce qu'on ne fait pas attention aux détails. Ni les diplomates, ni les hommes politiques, ni les avocats, ni Wallo. Dixième compétence, sensibilisation commerciale et financière. Ah ben oui, un diplomate, il doit être sensible aux questions financières et commerciales. Ben oui,
Pour ça, il faut qu'il ait des compétences, il faut qu'il sache c'est quoi une comptabilité, c'est quoi un budget, c'est quoi un business plan. Oui, il faut qu'il regarde combien la Sonatrach possède avec Eni, avec Total, avec Statoil, avec Anadarko. Oui, il faut avoir des compétences. Il ne faut pas donner 100% à Tosciali, par exemple. Un exemple, hein. Ou le Jazer Zero. Je continue. 11e compétence, la capacité de travailler sous pression. Et oui, on est dans un monde, le monde tel qu'il est, il est en ébullition, il est en pression permanente. Donc il faut être capable de travailler en gardant la tête froide. Ben oui, le monde est sous pression. Est-ce que vous avez l'impression que nos diplomates ont la capacité à gérer des situations de crise qui sont par définition sous pression? Par exemple, je ne sais pas moi, Gaza, ce qui se passe à Gaza. Oui, on fait des belles déclarations à New York, mais il y a du concret. Est-ce que vous avez vu des diplomates algériens aller, je ne sais pas moi, au Caire, en Arabie Saoudite, en Jordanie, à Ramallah, je ne sais pas. Vous sentez que la diplomatie algérienne, elle est active? Elle est sur le terrain pour régler le problème de Gaza? Pour mettre fin à la famine? Pour mettre fin à la guerre? Je ne sais pas, moi, j'ai vu personne aller sur le terrain. Mais terrain, ça, hein? On continue. On va rentrer dans les détails, ne vous inquiétez pas. 12e compétence, prendre la responsabilité. هذه واعرة هذه, ياه. مسؤولية. Ah oui, un diplomate doit prendre la responsabilité. Est-ce que vous avez l'impression que nos diplomates algériens prennent la responsabilité? Ou des responsabilités pour sortir des crises? Je ne sais pas, moi, avec le Maroc, avec la France, avec l'Espagne, avec qui d'autre? Avec tous ces pays qui ont reconnu la marocanité du Sahara occidental. J'ai l'impression qu'on a pris le taureau par les cornes. Je ne sais pas, moi, régler les problèmes au Congo, en Libye. Libye, c'est notre voisin, la Libye. Vous avez l'impression que nos diplomates sont sur le terrain, prennent la responsabilité et montrent de quoi ils sont capables en termes d'intelligence, en termes de vision, en termes de construction. Je sais pas, l'impression que c'est plutôt la Turquie, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte. Oui, je crois que l'ambassadeur d'Algérie qui était en Libye a été limogé. Bah oui, pourquoi il a été limogé? Bah parce qu'il n'est pas à la hauteur, tout simplement. Ben oui, être fonctionnaire et diplomate, c'est pas pareil. 13e compétence, la flexibilité. Ah, ouais, flexibilité. Être flexible, s'adapter aux situations changeantes, flexible. ماشي بيطون نعاودوا نفس الهضره بالسبعينات نعاودوا نفس الهضره. On répète la même chose depuis 50 ans. Zéro flexibilité. Zéro. Regardez, même le Mali nous a dit dégage. Mali, on a signé comme un d'accord. 2015, le dernier Mali. Dégage. Parce qu'on ne s'est pas adapté. Ben oui, on ne s'est pas adapté. Les mercenaires de Wagner جاو, فرنسا خرجوها, احنا مازلنا ما فهمناش. نفس الهضره. Zéro flexibilité. Et enfin, 14e compétence, désir d'apprendre et de s'améliorer. Ah, désir d'apprendre. Ah bah, quand on compare les diplomates diplomates algériens des années 70 qui étaient cultivés, qui étaient internationaux, par exemple Cherif Guellal, dont on va parler maintenant. Cherif Guellal, oh là là, quelle culture, quelle culture. Quand il était ambassadeur en Inde, ben, il n'est pas resté dans un bureau, il a appris la culture indienne. Quand il était ambassadeur aux États-Unis, non seulement il a appris la culture américaine, mais il a noué des amitiés avec le président, à l'époque c'était Kennedy, avec son vice-président Johnson, il s'est marié, plutôt il était compagnon, donc marié c'est kiff-kiff, avec Miss America 51, il connaissait tous les responsables économiques, politiques, militaires. Ben oui, il avait un désir d'apprendre et de s'améliorer. واحد يتحسن يتعلم ويتحسن. اليوم, est-ce que vous connaissez une grande personnalité diplomatique aujourd'hui? Je ne sais pas moi, comme Cherif Guellal, comme Sidi Ahmed Ghazali, Allah yarhamhum, qui ont été notre fierté. Ou là, Mohamed Siddiq Ben Yahya, Rabbi yarhamou. Franchement, citez-moi, en dehors de notre ambassadeur à l'ONU qu'on voit tout le temps, vous connaissez un autre ambassadeur aujourd'hui?
معروف ومثقف ويفرحنا كيما aussi Mohamed Bejaoui. Moi, je parle pas du côté corruption, je rentre pas là-dedans. Je le respecte beaucoup par rapport à son intelligence. C'est un juge à la haie, c'est un grand ministre, un grand ambassadeur. هذو les hommes qui m'agrahent. Ils n'ont plus ce désir d'apprendre. Aujourd'hui, un diplomate, il va être en fonction pour les devises, pour la voiture de fonction, pour costume cravata. D'ailleurs, la plupart ne savent pas le porter, mais allez, il y a un problème. Il n'y a plus de désir d'apprendre et de s'améliorer. Ah non, les diplomates, un niveau habat. Il n'y a pas que les diplomates, niveau habat. Niveau habat, fait le football, fait la diplomatie, fait le siyasa, fait le ta'lim. Dans tous les domaines, le niveau habat. Il n'y a pas que la diplomatie. Aujourd'hui, je parle que de diplomatie. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on demande? Description d'un emploi de diplomate. Ouais. Donc ça, c'est les 14 qualités que je viens de vous énumérer. Et la description d'un emploi de diplomate. Qu'est-ce qu'on lui demande? Donc, en dehors des, on va dire, des travaux basiques qu'il doit faire. On lui demande de traiter en face à face avec les questions du public. Est-ce que vous avez vu déjà un diplomate algérien répondre face à face, à des questions du public? Vous avez déjà vu ça récemment? Bravo! Parce qu'ils ne maîtrisent pas les éléments de langage. Parce qu'ils attendent l'ordre de savoir qu'est-ce que je dois dire avant de répondre. Donc ils ne peuvent pas répondre à un public, ils ne peuvent pas répondre à un journaliste. Je ne sais pas, moi, depuis, par exemple, prenons l'exemple de la France. Il y a une crise depuis le 30 juillet 2024. Est-ce que vous avez entendu un diplomate algérien parler dans les médias français ou dans une conférence pour répondre aux questions, je ne sais pas, de journalistes ou d'intellectuels, d'écrivains, je ne sais pas. Well, pourtant, c'est ce qu'on demande. Il faut traiter face à face aux questions du public. Ben oui. Il faut avoir de la culture. Laissez-moi d'économie. Il faut être sûr de soi. Et puis, il faut savoir comment défendre l'Algérie. Je ne sais pas, mais on a 7 Algériens. 7 Algériens en prison aujourd'hui en France. Des agents consulaires, des diplomates. En tout cas, ils sont rattachés à l'ambassade d'Algérie à Paris. Ils sont en prison. Vous entendez quelqu'un défendre les Algériens ou avec des arguments? Ils sont poursuivis par le parquet antiterroriste français. Wello. Personne ne parle, même les avocats, pas un mot. Wello. Rien. Ok, d'accord. On continue. Fonction d'un diplomate. Il doit représenter, protéger les intérêts et les ressortissants de l'État dans lequel il est. Vous avez entendu? Il doit représenter et protéger les intérêts et des ressortissants. Vous croyez qu'à les 7 qui sont en prison, on les protège en ce moment ou on les défend? Ah, et plus personne n'en parle. Voilà. Il y a 5 millions d'Algériens en France. Vous croyez que notre ambassadeur les défend? Il n'est plus là. Khalina Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur français, il seb fihom, il haddad fihom. Pas d'ambassadeur, rien du tout. Vous entendez des diplomates algériens en France parler? Ou là, un consul. Il y a 20 consuls là, Ibar. Je crois qu'il y a 2 consuls généraux. Un à Paris, un à Marseille. Vous les entendez parler? Wello. Donc ça veut dire quoi ça? Ah oui, je continue. Et donc il doit s'occuper donc des traités, conventions, promotion de l'information. Vous entendez la promotion de l'information? Le commerce, la technologie. Vous croyez que les diplomates algériens favorisent les apports technologiques ou les transferts de technologie de l'étranger vers l'Algérie? Et des relations amicales. Et aussi initiation et facilitation d'accords stratégiques. Est-ce que vous avez l'impression que les diplomates algériens font tout ça aujourd'hui? Entre nous. Est-ce qu'ils font tout ça? Moi, je n'ai pas l'impression. Je n'ai pas l'impression. Mais par le passé, ah oui, ils faisaient ce travail-là. Regardez. Le beau et élégant et intelligent et charismatique Cherif Glal, Rabbi Rahmou, avec le président américain John Fitzgerald Kennedy. Regardez-moi ça. Regardez-moi la classe. Regardez, on est en 63 là. Regardez l'élégance. Regardez l'élégance, la jeunesse, la culture.
1963. Vous avez l'impression qu'il est complexé, là, notre ambassadeur? Moi, je le trouve très à l'aise. Regardez là, elle garde les ambassadeurs aujourd'hui. Regardez n'importe quel pays. La majorité. Est-ce que vous allez trouver des hommes aussi élégants et jeunes que Sherif Gellal? Franchement, binatna. Bah, pas beaucoup. Pas beaucoup, pas beaucoup, pas beaucoup. Alors, regardez avec le président américain, qui était quand même l'homme le plus puissant du monde à l'époque. Mais voilà, ça c'est la diplomatie algérienne des années 60. Vous imaginez? Un an seulement après l'indépendance. Un an seulement. Et regardez la classe. Marhoum Sherif Gellal. À chaque fois, je vous en parle et je continuerai à vous en reparler, car ça représentait l'aristocratie de la diplomatie algérienne, l'élégance de la diplomatie algérienne, le savoir-faire de la diplomatie algérienne. Vous savez, à l'époque, quand il y a eu l'attaque barbare de Tel Aviv contre les pays arabes en 67, juin 67, vous savez que l'Algérie était un Tanif à l'époque. L'Algérie a rompu la relation diplomatique avec les États-Unis d'Amérique. Eh oui. Sherif Gellal était ambassadeur de 63 à 67 aux États-Unis. Mais à l'époque, Boumediene était intelligent. Il rompt les relations diplomatiques, mais Wesh Gel Sherif Gellal, le femme. Tu n'es plus ambassadeur. On a demandé à la Guinée de représenter les intérêts algériens. Bah oui. On faisait appel à la Guinée pour représenter les intérêts de l'Algérie aux États-Unis. Et oui, les maires, faut que je n'en mais feu هو اللي بومدين واش قال شي قال له شوف ماك سافي بصح قعد فم دوكا دير la diplomatie économique, énergétique. Et c'était ça sa mission de Sherif Gellal. Il était représentant de la Sonatrach aux États-Unis, à Washington et à Houston. Voilà, les affaires continuent. Et il préparait les contrats avec les entreprises américaines. Donc il avait changé de mission. Ce n'était plus la diplomatie politique. Il a basculé de la diplomatie politique à la diplomatie économique et énergétique. Et au gars, allez, rentrez de l'ambassadeur à Paris. Allez, wallo. Ah oui, c'est ça. Allez à la diplomatie tana. Non. Faut réfléchir un peu. Prenez l'exemple sur Sherif Gellal. Prenez l'exemple sur Feu Walid Boumediene, Weshkanidir. Rupture des relations diplomatiques avec les États-Unis, mais on continue le business avec des personnes compétentes et qui ont un réseau. Un réseau, vous vous en souvenez? Qu'est-ce qui est exigé aux diplomates? Il faut qu'ils aient un réseau. La capacité de construire des relations. C'est le point numéro 7. Regardez. Point numéro 7. Capacité à nouer des relations. Sherif Gellal avait une capacité énorme à nouer des relations avec tout le monde. Monde militaire, politique, économique, énergétique, financier, culturel, journalistique. كاسحابو كاع. حنايا هيا ادخل Alger, ادخل. Ah, c'est fini. Mais non, c'est pas comme ça qu'on fait de la diplomatie. Et à l'époque, dans les années 70, ben oui, on avait le grand feu Walid Boumediene. Là, je vous ai pris un article du Monde du 1er février 74. Et faites la comparaison entre 74 et 2025. Le président Boumediene demande une réunion de l'Assemblée générale de l'ONU. Waouh! Président, je veux une réunion de l'Assemblée de l'ONU. Ben oui, président algérien, hein? Même passeport. Hein? Voilà, un pays sous-développé, 1er février 74, Marhoum Walid Boumediene, il a demandé au secrétaire général de l'ONU, je veux une réunion extraordinaire des Nations Unies. Président algérien. Alors, je vais vous lire. Quel est l'objectif du président algérien? Torpiller, si possible, la conférence des pays consommateurs de pétrole convoquée pour le 11 février à Washington par le président Nixon. Vous imaginez? Vous avez un président algérien qui demande au secrétaire général de l'ONU, je veux une réunion extraordinaire de l'Assemblée des Nations Unies, générale des Nations Unies, pour torpiller une réunion
d'une conférence organisée par Washington le 11 février par le président Nixon. Vous imaginez? Mais quel culot, quelle audace, quelle innovation. Vous vous en souvenez? Innovation. Pensée critique et innovante. Voilà. C'est la 4e qualité qui est demandée. Pensée constructive et innovante. Ben oui, réfléchis. À l'époque, on réfléchissait. Et donner un coup d'arrêt aux tentatives visant à réduire le prix du pétrole, réaffirmer la volonté du mouvement des non-alignés d'être partie prenante dans les grandes affaires économiques internationales. Tel est le triple objectif de la lettre que le président Boumediene a adressée à M. Kurt Waldheim le mercredi 30 janvier 1974. Ah, ya Zaïmia. Eh oui, ça réfléchissait à l'époque. Hein. Il y avait de la pensée constructive et innovante. Voilà, 3 objectifs. Vous vous rendez compte? Torpiller une conférence organisée par le président américain. Tel était l'objectif de la demande du président algérien d'organiser au plus vite une assemblée générale des Nations Unies. Vous imaginez? Pourtant, à l'époque, l'Algérie n'était pas au Conseil de sécurité des Nations Unies. Hein. C'était un membre qui avait 12 ans d'indépendance. C'est tout. 12 ans d'indépendance. Mais il y avait de l'intelligence. Ce n'étaient pas des fonctionnaires à l'époque, les diplomates. C'était des vrais diplomates. Ça réfléchissait. En tant que président en exercice du 4e sommet des non-alignés. Les non-alignés, c'était les pays qui n'étaient ni avec la Russie, ni avec l'Union soviétique, ni avec les États-Unis. Voilà. C'était ce qu'on appelait les pays du tiers-monde. Donc, il disait qu'en tant que président en exercice du 4e sommet des non-alignés, le chef de l'État algérien demande au secrétaire général de l'ONU de convoquer une session extraordinaire de l'Assemblée générale afin de discuter de toutes les questions se rapportant à l'ensemble des matières premières. 3 petits points que nous avons bradés depuis feu Abdelaziz Bouteflika. Ah bah oui, c'était pas la même chose. Hein. Vous vous souvenez, 71. On va y arriver. 71, le président algérien, il nationalise les hydrocarbures. Donc 51 dans le pétrole, mais 100% dans le gaz. Et à l'époque, les contrats, c'était pas 30 ans, c'était 12 ans. Flash. On continue. Dans l'esprit des Algériens, le problème des matières premières devait en effet être lié à celui du développement technologique du tiers-monde. Ben oui, on ne joue pas avec le gaz et le pétrole. ما نصدقوش الغاز والبترول توتال إني سينوبيك ويا رايحة. Non, non. شو كانوا يقولوا dans l'esprit des Algériens. Ben oui, avant, il y avait un esprit algérien. Le problème des matières premières devait en effet être lié à celui du développement technologique du tiers-monde. Un tel développement suppose que les pays riches, écoutez-moi bien, c'est très important, un tel développement suppose que les pays riches prêtent des cerveaux aux pays pauvres. Les pays riches prêtent des cerveaux aux pays pauvres. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Les cerveaux, alors, mais les pays pauvres, ils vont l'Américain, l'Europe, le Canada. Vous imaginez l'inversion des valeurs entre 1974 et 2025. Donc, mais harbo. 2004 par an, mais harbo, mais sans attraque. Alors que Feu Wali Boumediene disait que l'Occident doit prêter des cerveaux aux pays pauvres. Mais c'est l'axe. Je vous ai dit, rien ne va plus. On continue. Ces pays riches donc doivent prêter des cerveaux aux pays pauvres, leur vendre du matériel à des prix stables et pour cela contrôlent l'inflation subie par les produits manufacturés. L'inflation, c'est quand les prix deviennent élevés, comme en Algérie. C'est pour ça que les prix ont grimpé et la valeur du dinar a dégringolé. C'est l'inverse de ce que voulait le président Boumediene à l'époque. Un tel objectif implique une négociation globale qui risque d'être longue et ardue, c'est-à-dire difficile, et dont l'issue, c'est-à-dire dont le résultat, demeure incertaine. Les dirigeants algériens sont trop avisés, c'est-à-dire à la Baloum Charmidéo, pour ne pas s'en rendre compte, mais fidèles à une méthode qui leur a généralement réussi, ils entendent affirmer un principe, poser les problèmes et prendre date. Poser un problème et prendre date. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, qu'on pose un problème et on prend date? Je n'ai pas l'impression. Continuons. Sans doute espère-t-il aussi que, à défaut de régler tous les problèmes d'un seul coup, une session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies
amorcera ensuite des négociations sur les différentes matières premières. Et oui, à l'époque, l'Algérie voulait renégocier tous les contrats à l'échelle planétaire, pas uniquement ma Total, Eni, Sinopec. على بالكم niveau هبط مستوى هبط. l'Algérie elle pensait mondiale à l'époque. لا دوكا نخمو باعطيني شويه وانا بعد نمد هذوك الدراهم نخبيهم في سويسرا في لوكسمبورغ كيما هذو ولاد وتقدور مزيان. Lamentable. Vous connaissez la formule? Penser global, agir local. À l'époque, l'Algérie, c'était ça. Elle pensait global et elle agissait global. Mais oui, on était les chefs des pays non alignés, 77 pays. On continue. Une telle réunion permettrait de résoudre les rangs une telle réunion permettrait de ressouder les rangs des pays du tiers-monde en montrant aux nations favorisées, affectées par la hausse des prix du pétrole, qu'on ne se désintéresse pas de leur sort. Vous imaginez, à l'époque, l'Algérie voulait donner l'impression aux pays du tiers-monde d'abord qu'il fallait qu'on soit ensemble, mais en même temps dire aux pays riches, vous inquiétez pas, Naounoukoum Chouïa a fait les prix du pétrole. Vous imaginez? اليوم توتال أرواحي إني أرواحي سينوبيك أرواحي عاونينا باه نديروا استخراج تاع الغاز والبترول. حنا ما نعرفوش نديروا استخراج تاع الغاز والبترول، ما نعرفوا نديروا والو، لا البحث لا استخراج لا والو. عندنا 200 ألف خدامة في سوناتراك بصح راهم راقدين ما يعرفوش يخدموا. لازم نستحقوا انتم عندكم تكنولوجي عندكم كل شيء. عيب على بالكم عيب. Quand on lit ça dans le monde du 1er février 1974, on voit la situation d'aujourd'hui, mais c'est lamentable. C'est dans cet esprit aussi que le président Boumedienne a manifesté son hostilité à la conférence de Washington. Il fallait le faire quand même. Hein. Un président algérien qui dit au président américain Nixon, bon, allez la conférence à Washington, ما كان لها. أنا دوك نغلبك ندوى في l'ONU أنايا في الأمم المتحدة. Vous imaginez? Waouh! Il n'a sans doute pas été sans remarquer que les différentes initiatives prises par la France depuis quelques semaines ont conduit le président Nixon à apporter des retouches à sa première proposition, d'accord? À défaut d'empêcher la tenue de la réunion de Washington, destinée à ses yeux à sauvegarder les intérêts d'un groupe, le chef de l'État algérien espère sans doute en réduire l'intérêt. Vous imaginez? Le président algérien a voulu réduire l'intérêt de la conférence organisée par les États-Unis d'Amérique. Qu'il espérait sans doute en réduire l'intérêt et la portée en lui opposant une conférence qui s'attaquerait, elle, au fond des problèmes posés dans l'intérêt de la communauté internationale tout entière. Vous imaginez, l'Algérie, elle pensait global et elle agissait global. اليوم دابزين مع المغرب مع المالي مع النيجر مع ليبيا مع فرنسا مع شكون ثاني. Oh là 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 là. Alors qu'à l'époque, كنا نجمعوا في العالم complet, on rassemblait le monde entier. Parce que l'Algérie avait du poids. C'était 12 ans après l'indépendance. Le président Boumedienne demande une réunion de l'Assemblée générale de l'ONU. Session extraordinaire. Et qui était président de cette session extraordinaire? C'était l'Algérie en avril 1974. Le fameux discours de Boumedienne du 10 avril 1974 pour un nouvel ordre économique mondial. Un nouvel ordre économique mondial. Regardez le monde diplomatique en 82, novembre 82. L'Algérie pionnière du nouvel ordre international. Aïe, 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 aïe. Ah, ça fait mal. Ça fait mal, hein, non? Pionnière à la tête d'un nouvel ordre international. Le nom de l'Algérie est lié pour beaucoup au nouvel ordre économique international. Voilà comment Claudine Ruyot du Monde diplomatique parlait de l'Algérie. Ce n'est pas sans raison. Si l'Algérie n'a pas été l'initiateur de sa recherche, elle en a été sans conteste le catalyseur pendant de nombreuses années et continue de se dépenser. On est en 82. Pour atteindre un but dont certains se demandent aujourd'hui si, tel l'horizon qui recule devant l'avancée du marcheur, il ne pourra jamais être atteint. Aujourd'hui, on en est loin.
L'instauration d'un nouvel ordre économique international que l'on peut très schématiquement résumer comme étant la mise en place de structures de production et de commercialisation à l'échelle mondiale, moins injuste que l'ordre antérieur pour les pays du tiers-monde et mieux adapté à leurs besoins, suppose en effet la solution de nombreux problèmes qui le sous-tendent. Nouveau droit international, nouveau circuit financier et bancaire, ماشي الكابا ou Square, nouveau circuit financier et bancaire, accroissement et dévolution des investissements, transfert de technologie. Vous croyez que la Sonatrach elle a de la technologie depuis 1974? Elle fait appel à Total, Eni, Sinopec. Voire réforme des enseignements. L'enseignement il a plongé comme ça. Solutions qui ne se mettent pas aussi facilement en route que la division internationale du travail. Cette dernière, sous l'impérieuse nécessité de rentabilité des capitaux engagés par les multinationales conjuguées aux besoins urgents d'emploi de nombreux pays en voie de développement, s'est effectuée sans tambour ni trompette, mais avec une redoutable efficacité, rendant plus aléatoire l'établissement du nouvel ordre économique dont la revendication remonte maintenant à plus d'un quart de siècle à l'époque. Ça, c'est ce monsieur, Houari Boumediene. Et regardez, là, on est en 1975 à Alger. Il y a Saddam Hussein, président de l'Irak, et le Shah d'Iran, donc le chef de l'Iran. Et à l'époque, comme on avait une vraie diplomatie, l'Algérie avait réussi à instaurer la paix entre l'Irak et l'Iran grâce à Houari Boumediene. On avait des vrais diplomates à l'époque. 75. On faisait la paix entre les pays en guerre. Et à l'époque aussi, on avait un grand diplomate, Al-Marhoum Mohamed Siddiq Ben Yahya. Là, c'est une dépêche de l'APS, donc l'agence officielle algérienne du 3 mai 2023. Galek Mohamed Siddiq Ben Yahya, homme de la diplomatie et de la paix dans le monde. Regardez-moi ça. Homme de la diplomatie et de la paix dans le monde. Oui, c'est le même niveau que Cherif Guelleh, l'ambassadeur d'Algérie à Washington et au Canada. Ben oui, homme de la diplomatie et de la paix dans le monde. Ben oui, l'Algérie faisait la paix dans le monde à l'époque. On libérait les diplomates américains au Vietnam, on libérait les diplomates américains en Iran qui étaient enfermés pendant 444 jours. Oui, l'Algérie a libéré 52 diplomates américains qui étaient emprisonnés à l'ambassade des États-Unis à Téhéran. Et aujourd'hui, c'est nos ambassadeurs, nos diplomates qui sont emprisonnés en France, accusés de terrorisme. La déflagration de la diplomatie algérienne, comme c'est là, déflagration. Avant, c'est l'Algérie qui libérait des diplomates américains au Vietnam et en Iran. Aujourd'hui, ce sont nos diplomates qui sont emprisonnés en France, accusés de terrorisme. Ya Jma'at al-Khir, karitha uzma. Voilà, وراهم شريف قلال, وراهم محمد صديق بن يحيى. قتلوه. على بالكم بلي صدام هو اللي قتلوه. Il lui a envoyé un missile parce qu'il voulait faire la paix à nouveau entre l'Iran et l'Irak. قتل. Il lui a envoyé un missile, vous imaginez? هذا صدام هذا. بصح داود الشر لحقاته على بالكم. Ben oui, il a mal fini. Vous savez, il dit le char, il a le char. Et oui, Ala Jalou en mai 82, il a envoyé un missile et il est mort au-dessus de territoire turc. Il voulait faire la paix entre l'Irak et l'Iran. Et oui, le marhoum Mohamed Siddiq Ben Yahya. Déjà, il avait échappé à un attentat dans un avion qui allait atterrir à Bamako au Mali en mai 81 et mai 82, il n'a pas pu échapper. 2 attentats en un an. Vous imaginez? 2 attentats. Pourquoi? Mais parce que c'était l'aristocratie de la diplomatie mondiale, Mohamed Siddiq Ben Yahya. C'est pas des fonctionnaires comme aujourd'hui. On a des fonctionnaires aujourd'hui. On n'a plus de diplomates. Je vous ai énuméré les 14 qualités pour être diplomate. Rana Baad, lui, il les avait. Cherif Guellal les avait. Voilà, Cherif Guellal, Mohamed Siddiq Ben Yahya. Oui, il les avait. Sidi Ahmed Rosali, Mohamed Bejaoui, oui, ces gens-là avaient les qualités pour être des diplomates, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des diplomates de salon, c'est des fonctionnaires aujourd'hui. Regardez, Mohamed Siddiq Ben Yahya avec le sous-secrétaire d'État américain aux affaires étrangères, Warren Christopher. على بالكم بلي Warren Christopher قاعد في بليده شهر. Et ça, je le tiens de la famille de Mohamed Siddiq Ben Yahya.
Il attendait que l'Algérie règle le problème de la libération des otages en Iran. Un mois, il est resté à Blida, Warren Christopher. Vous imaginez aujourd'hui, par exemple, l'adjoint du ministre des Affaires étrangères américain qui reste en Algérie un mois, le temps que les otages soient libérés, par exemple, à Gaza. Vous imaginez ça? Eh bien, voilà ce que faisait l'Algérie à l'époque. L'Algérie disait à l'Amérique, les otages, vos diplomates. Eh oui, l'Algérie était la reine de la médiation internationale. Et اليوم خلينا قطر هو دا بلاصتنا اليوم. عيب ولا ماشي عيب؟ ولاية دات بلاصة الجزائر. Eh oui, ça c'est Mohamed Seddeq Ben Yahya avec Warren Christopher. Regardez le respect qu'il lui témoigne. Regardez, nous aujourd'hui nos diplomates sont emprisonnés en France. On n'est plus respecté. Regardez le respect qu'il y avait de la première puissance mondiale. Regardez le respect, ya Rabbil Karim. Regardez le respect du président américain à l'égard de notre ambassadeur aux États-Unis, Al-Marhoum Sharif Gellal, et là aussi avec Mohamed Seddeq Ben Yahya, nous étions respectés. Aujourd'hui, on met nos diplomates en prison en France et personne ne parle. Eh ben moi je parle. Aïb kbir. Alors, bien sûr, le président algérien, actuel, Si Abdelmajid Tebboune, ben lui, vous savez, qui s'inspire de l'héritage de Feu Houari Boumediene, vous savez, il le dit à chaque fois. Et lui aussi, il a essayé de faire de la diplomatie active. Regardez ce qu'il a fait en septembre 2022. Ou plutôt en octobre. Alger veut réconcilier le Fatah et le Hamas palestinien. Regardez cette image, cette belle image. Vous voyez, c'était Alger. Il a réuni 14 factions palestiniennes, c'est-à-dire 14 mouvements palestiniens. Regardez, il les a tous mis d'accord. Alors qu'ils ne se parlaient plus depuis 2005. Il a fait quelque chose d'exceptionnel, le président algérien. شكون اللي خدعوا الحماس هو اللي خدعوا هو اللي كسر كل شيء le 7 octobre 2023. C'était bien parti. C'était bien parti. Hamas a tout détruit avec l'attaque du 7 octobre. Le Hamas a détruit le travail diplomatique du président algérien, c'est Abdelmajid Tebboune. Regardez le travail exceptionnel. Vous voyez? Ça, c'est Haniyeh qui a été tué en Iran. En tout cas, ils l'ont laissé mourir. Ça, c'est Mahmoud Abbas du Fatah, président de l'autorité palestinienne. Il a réuni tout le monde, le président algérien. Vous le voyez, là. Mais le Hamas a tout détruit le 7 octobre 2023. Là, l'Algérie, grâce à Abdelmajid Tebboune, avait rassemblé tous les mouvements palestiniens. Et la deuxième étape, c'était la reconnaissance d'un État palestinien à l'ONU. Regardez. Un an avant l'attaque du 7 octobre, tout était bien parti. Mais tout a été détruit par le mouvement Hamas. Vous voyez le sabotage. De la même façon que Saddam avait détruit le travail de Feu Houari Boumediene et de Mohamed Seddeq Ben Yahya. Là, c'était en 75, il fait la paix entre l'Iran et l'Irak. Mais après, en 80, qu'est-ce qu'il fait Saddam? Il attaque l'Iran. Sabotage. Donc l'Algérie, elle a l'habitude d'être sabotée. Saddam Hussein a saboté le travail de Houari Boumediene et Mohamed Seddeq Ben Yahya en 80. Et le Hamas a détruit le travail de Si Abdelmajid Tebboune le 7 octobre 2023. Et oui, Moseba. Le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, l'Algérie ne règle plus les problèmes internationaux. Nos diplomates algériens sont au chômage. Et qui a pris le relais? Devinez qui? Le Qatar. Wilaya de Shra. Regardez, le Qatar règle les problèmes en République démocratique du Congo. Vous savez qu'il y a eu 10 millions de morts, 2 guerres civiles, 1997, 2002, 2003. 10 millions de morts. Vous savez qu'il y avait un mouvement rebelle, le M23, à l'est du pays. Il est toujours là d'ailleurs, soutenu par Israël et par le Rwanda. Et le gouvernement central, mesquine, il ne peut pas résister à de l'armement israélien qui est livré par l'intermédiaire du Rwanda au mouvement rebelle M23. Et bien, c'est le Qatar qui a décidé d'être médiateur. Et ça marche. Il y a un accord de cessez-le-feu qui a été signé au Qatar. Le 19 juillet 2025. Le Qatar. Mais le Qatar, c'est pas en Afrique, le Qatar, non? C'est en Asie. C'est dans les pays du Golfe.
Quel est le plus grand pays d'Afrique? Qui est la vice-présidente de la Commission africaine? Elle a été élue il n'y a pas longtemps. C'est une Algérienne, Allah Ibarak. Pourquoi c'est pas l'Algérie qui négocie un cessez-le-feu entre le gouvernement de Kinshasa et les rebelles? Comment c'est que c'est pas l'Algérie? C'est nous le plus grand pays d'Afrique. C'est nous qui avons la plus grande diplomatie en Afrique. Comment ça se fait que c'est le Qatar, qui n'est même pas un pays africain qui règle les problèmes entre Africains? C'est la déflagration de la diplomatie algérienne. Et je ne suis pas content de le dire, mais il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Que fait notre ambassadeur à Kinshasa? Ça fait combien de temps que je vous parle qu'il faut régler ce problème entre la RDC, le Rwanda? J'ai même lancé une idée de mettre en place un conseil de sécurité africain avec 7 bases militaires dans 7 endroits différents d'Afrique pour régler les problèmes de guerre civile ou là de coup d'État. Une base militaire en Algérie, en Égypte, en Côte d'Ivoire, en Éthiopie, en République démocratique du Congo, en Afrique du Sud. Je propose des idées, mais nos autorités sont allergiques aux idées, allergiques à ce qui vient pas du sérail algérien. Et là maintenant, تبهدي là, Qatar هو راه يدير الوسيط بين الافريقيين. حنا نتفرجوا. On a costume cravata, on a passeport diplomatique que personne ne veut respecter maintenant. Bah oui, parce que maintenant, passeport diplomatique algérien, pour ça, c'est un simple passeport. Même les Français gueulent les calés. Passeport diplomatique تاعكم هي دسو ديروا في الحجر تاعكم. On les respecte pas. Voilà, le Qatar maintenant il fait la paix en Afrique. Il est même pas africain le Qatar. La République démocratique du Congo et le groupe armé M23 signent un accord de cessez-le-feu au Qatar. Waouh! Le M23 qui s'est emparé de vastes zones riches en minerais dans l'est de la République démocratique du Congo lors d'une offensive éclair en janvier et février 2025 avait insisté pour négocier son propre accord de cessez-le-feu avec Kinshasa. Eh bien, ça a été fait. Grâce au Qatar. Et nous, on regarde. Ah, c'est bien. Bravo. Bravo. Ouajgal, le ministre de l'Intérieur de la République démocratique du Congo, la paix est un choix après l'accord signé au Qatar. Mais normalement, l'accord a dû être signé en Algérie. Pas au Qatar. À quoi ça sert de payer des ambassadeurs, des diplomates dans tous les pays du monde si on n'est même pas capable de faire ce qu'a fait Mohamed Siddiq Ben Yahya en Iran? À quoi ça sert de payer des diplomates s'ils ne sont même pas capables de faire le job que faisaient les anciens? Mais l'Afrique, c'est chez nous, c'est en Afrique. On est africains. C'est à nous de régler les problèmes en Afrique. Donc le Qatar déblacena. دشرة وراهم اولاد محمد صديق بن يحيى وراهم اولاد شريف قلال وراهم waouh, ça fait peur, hein? Je sais pas si ça vous dérange. Dans ce cas-là, il faut retirer les ambassadeurs, les diplomates, et ça sert à rien d'avoir une diplomatie, puisqu'on n'arrive pas à régler les problèmes comme à l'époque on les réglait. À l'époque, nos diplomates, ils ont exigé une assemblée générale à l'ONU et l'ont obtenue en avril 1974. Avec le grand discours de feu Houari Boumediene pour un nouvel ordre économique mondial. كان يهضر بالعربيه، انا ما نعرفش العربيه، نعرف الدارجه والحمد لله فيها بركه كما يقولوا. يا جماعه الخير تبهديله. 74 الجزائر كانت يحترموها، اليوم والو راهم يدخلوا لي دبلومات تاعنا في الحبس في فرنسا، والقطر بدا بلاصتنا باه يكون وسيط بين الافريقيين. عيبه كبيره على بالكم. Et dans tous les médias du monde entier, ils parlent de la diplomatie du Qatar. Même les Américains ont réussi à mettre d'accord le Rwanda avec la République démocratique du Congo. Mais normalement, c'est à nous de mettre d'accord le Rwanda, République démocratique du Congo. Hna, on est africains. Hna, الزعماء تاع إفريقيا. كاين ولا ما كاينش؟ Alors, الأمريكان هو اللي يدير الصلح بين رواندا وكينشاسا. الدوحة هي دير الصلح بين Kinshasa ou M23, on regarde, on est au Conseil de sécurité des Nations Unies, bon, donc on a une audience. Et qu'est-ce qu'on fait au Conseil de sécurité des Nations Unies? On fait quoi? نخلو الناس تخدم وحنا نديروا بيانات، نديروا بيان. Pas sérieux, ça va pas du tout.
Ça ne va pas du tout. Donc pendant que les Américains font la paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, pendant que le Qatar signe des accords, un cessez-le-feu entre le pouvoir central de la République démocratique du Congo de Kinshasa avec le mouvement rebelle du M23, et ben pendant que des gens font leur vrai travail de diplomatie, et ben nous, on a nos diplomates et nos agents consulaires qui sont emprisonnés en France pour terrorisme. Voilà. عيب كبير عيب كبير عيب كبير نيفو هبط نيفو تاع دبلوماسية الجزائر على بالكم رانا نحفروا. Vous vous rendez compte? Enlèvement en France d'un opposant algérien, 4 nouveaux suspects placés en détention. Après une première vague d'interpellation au mois d'avril, 4 nouveaux suspects. Donc ça fait 7. 7 Algériens ou affiliés à l'Algérie sont emprisonnés aujourd'hui. Mais c'est la catastrophe. Des diplomates, des agents consulaires, Yajmat al-Khair. Donc, ils ont été mis en examen et placés en détention provisoire vendredi, donc 16 mai 2025, dans l'affaire du rapt d'un opposant algérien qui cristallise les tensions entre Paris et Alger. Mais c'est lamentable. Lamentable. Donc, en effet, juste avant, un agent consulaire algérien détenu en France, Alger s'insurge, c'est-à-dire Alger, tezaf. Paris rappelle l'indépendance de la justice. Ah oui, l'indépendance de la justice. On tient à qui تحكمي في الجزائر بتخرجوا هذاك المؤلف جزائري. Regardez. Mais c'est lamentable. Nos diplomates sont en prison en France, accusés de terrorisme. Mais les vrais diplomates, eux, ils font leur boulot. Ils font la paix. Ils négocient la paix entre des pays et entre des gouvernements légitimes et des mouvements rebelles. Oui, mais nous, nos diplomates, ils sont en prison en France. Et personne n'en parle. حتى واحد ما يهضر. والو. Rien. عادي. Voilà. دبلوماسية الجزائر دوكا راهي في الحبس. راهم يدخلوها في الحبس وراهم يتهموها بالإرهاب. Vous imaginez? Nos diplomates sont accusés de terrorisme par les Français. Vous imaginez? Alors que la France passe son temps à mener des opérations terroristes à l'étranger. Le Rainbow Warrior, le consulat d'Algérie à Marseille qui a fait l'objet d'un attentat terroriste des Français, des services secrets français, le 14 décembre 1973. 4 morts et 20 blessés, dont 4 graves. Et maintenant, les Français ont renversé la vapeur, et maintenant ils accusent nos diplomates de terrorisme, et les mettent en prison. Et bien sûr, les avocats chargés de les défendre ne parlent pas dans les médias. À quoi ça sert de nommer des avocats? En plus, des avocats stagiaires. Hein. C'est même pas des Algériens. C'est des Français qui ont 5 ans, 8 ans de métier. C'est des stagiaires. L'Algérie fait appel à des avocats stagiaires pour défendre nos diplomates en France qui sont en prison. Vous voyez, je suis sérieux aujourd'hui. Hein. Mieux vaut mettre un peu d'humour pour calmer. Je crois que je vais recalmer, baisser la température. Parce que c'est lamentable. Les autorités algériennes exigent la libération immédiate d'un agent consulaire placé en détention à Paris. Ça, c'était le 14 avril 2025. Ah oui, elle a exigé l'Algérie. Hein. Ça a marché en fait? Est-ce que ça a marché? L'Algérie a exigé, regardez. Elle a exigé. C'était le premier qui avait été emprisonné. Maintenant, il y en a 7. C'est barre. Maintenant, Alger n'exige plus rien. Voilà. On a des diplomates ou là des personnes rattachés aux diplomates qui sont emprisonnés, 7 emprisonnés, et poursuivis pour terrorisme. L'Algérie a exigé. Hein. Est-ce qu'on a réussi? Parce que moi, je me souviens, à l'époque, l'Algérie réussissait à libérer. Elle n'exigeait pas. Elle faisait de la diplomatie, l'Algérie, à l'époque. Elle n'exigeait pas. Elle a réussi à libérer des diplomates américains au Vietnam. Elle a réussi à libérer 52 diplomates américains en Iran. Elle n'exigeait pas. Elle faisait de la diplomatie. En diplomatie, on n'exige pas. On a une pensée constructive et innovante. On est flexible. On s'adapte. On arrive à travailler sous pression. Je vous ai énuméré les 14 qualités. Vous croyez que exiger, c'est une qualité qui est requise pour être diplomate? Non, c'est les militaires qui exigent, pas un diplomate. Un diplomate, il négocie. Oui, on négocie. On fait preuve d'intelligence. On n'exige pas. La preuve, est-ce qu'ils ont été libérés à 2007? Wallo. Ils sont toujours en prison. Je suis le seul à parler d'eux.
dans toute l'Algérie, dans toute la diaspora. Je suis le seul à parler des 7 diplomates ou rattachés à l'ambassade d'Algérie pour qu'ils sortent de prison. Vous avez entendu des avocats parler de ces diplomates? Walou, rien. Alors que une des conditions requises pour être diplomate, c'est savoir parler aux médias, communiquer. Vous avez entendu un diplomate algérien parler de ses collègues qui sont emprisonnés? Rien du tout. Walou. سمحوا فيهم كاع في السبعة. Allez, سمحوا فيهم كاع. Allez, c'est perte des profits. Voilà, on n'en parle plus. Circulaire, rien à voir. On a fait un communiqué, mais dans le vide, quoi. Oh là là, c'est chaud quand même. Hein. Ça fait peur hein, quand vous voyez ça, non? Déjà, je vous ai fait des vidéos sur les accords de gaz et de pétrole. C'est lamentable. Alors maintenant, la diplomatie algérienne, n'en parlons même pas. Alors maintenant, on va aborder le sujet, le grand échec de la diplomatie algérienne, parce qu'il faut l'appeler comme ça. Vous savez que ce sujet est sur le Sahara occidental. Depuis 2013, j'ai fait preuve de, comme dirait l'université américaine, de pensée constructive et innovante. Ben oui, c'est ça, la diplomatie. Et je défends depuis 12 ans une proposition. C'est la double souveraineté pendant 10 ans de l'Algérie et du Maroc sur le Sahara occidental. D'abord, il y a un premier référendum, on va poser la question aux Sahraouis. Est-ce que vous voulez vivre pendant 10 ans sous le régime de la double souveraineté? Ça s'appelle condominium dans le langage diplomatique, donc de l'Algérie et du Maroc. Deuxième question, est-ce que vous voulez vivre sous le régime de l'autonomie qui est présenté par le Royaume du Maroc? Donc si le peuple sahraoui préfère la première option, c'est-à-dire vivre pendant 10 ans sous le régime de la double souveraineté, donc pendant 10 ans, on va vivre en paix, on va pouvoir développer cette région ensemble, c'est-à-dire les Sahraouis, les Algériens et les Marocains, et après 10 ans, il y aura un nouveau référendum, et dans ce cas-là, on poserait 3 questions au peuple sahraoui. La première question, est-ce que vous voulez rester sous le régime de la double souveraineté algéro-marocaine? Deuxième question, est-ce que vous voulez vivre sous le régime de l'autonomie dans le cadre du régime marocain, du régime chérifien? Et troisième question, est-ce que vous voulez l'indépendance? Voilà, c'est une proposition nouvelle, une proposition qui est personnelle. Ce n'est ni l'armée algérienne qui la défend, ni le gouvernement algérien. C'est Rachid Nekas qui la défend depuis 12 ans et que un certain nombre de publications africaines et françaises ont déjà relayé. Alors, regardez, là c'est le site impact.sn, donc c'est un site sénégalais. Voilà, qu'est-ce qui a marqué? Après la décision française sur le Sahara occidental, un condominium algéro-marocain comme solution politique définitive au conflit cinquantenaire. Voilà, c'est ce que je défends. Voilà, il y a 6 pages. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc vous voyez, on essaie de réfléchir, ça fait 12 ans. 12 ans. Donc ça a été republié le 16 août 2024, donc juste après la reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara occidental. Alors l'Algérie, bien sûr, elle ferme les yeux, bouche ses oreilles et ne veut rien entendre. Nos diplomates algériens, bah oui, il n'y a plus de Chérif Guellel et de Mohamed Seder Ben Yahya. Nous, on préfère répéter depuis 50 ans la même chose. Alors tout à l'heure, je vous ai dit, dans les années 75, c'était le téléphone filaire. Là, il y avait un fil, puis on mettait les chiffres comme ça, là, les numéros, on les mettait comme ça. J'ai oublié comment ça s'appelle, le circulaire, avec système circulaire. Aujourd'hui, c'est Bluetooth, c'est téléphone portable, satellite, ça a changé aujourd'hui. Nous, non, on répète toujours la même chose, toujours la même. On n'évolue pas du tout. Résultat, c'est quoi? Résultat, ben là, on va faire un tour d'horizon des positions des pays sur le Sahara occidental. Voilà. Alors, en 81, donc juste après la mort de Ouad Boumediene, à votre avis, il y avait combien de pays qui reconnaissaient la République arabe sahraoui démocratique? À votre avis, combien? En 81, donc juste après la mort de Ouad Boumediene, le 27 décembre 1978. À votre avis, combien de pays? Regardez, là, je vous ai pris une référence d'un journal libanais très respecté, L'Orient le Jour. L'Orient le Jour. Regardez. En 81, 80 pays reconnaissaient la République arabe sahraoui démocratique. 80 pays. 80 pays. Ben oui, parce qu'on avait une vraie diplomatie.
Vous savez, allez, en 80, c'était qui le ministre des Affaires étrangères en Algérie? Devinez, c'était qui? Devinez qui était le ministre des Affaires étrangères algérien en 1981. Allez. نقولكم شكون؟ Eh ben c'est lui. Mohamed Siddiq Ben Yahya. Rabbi yarhamou. Donc 81, 80 pays reconnaissaient. 80 pays. Comme ça va là, 80 pays reconnaissaient la République. En gros, l'indépendance sahraoui. 80 pays. Comme ça va là, en 81, 80 pays. 80 pays. En 80 pays reconnaissaient la République arabe sahraoui démocratique, dont seulement 4 États arabes sur 22. 80 pays. 80 pays. Vous savez aujourd'hui c'est combien? Donc on est passé de 80, quand il y avait des vrais diplomates en Algérie, et maintenant on est à 48. Même le président algérien Seydi Abdelmajid Tebboune l'a dit lors de la dernière conférence avec 3 journalistes algériens. Il a dit oui, on a 50 pays. Voilà. On va dire le chiffre, c'est 48. En tout cas, 48. Donc on a perdu 30 pays. 30 pays ont retiré leur soutien. Alors, calculez avec moi. 80 pays, il y en a 30 qui partent. C'est combien le pourcentage? Ça fait à peu près 38%, non? Ça fait combien? Calculez avec moi. 80 pays, aujourd'hui, on n'en a plus que 48. Ça fait combien? Allez, on va faire la calculatrice. Vous savez, ça fait mal. Ça fait mal parce que, oui, 38%. Vous imaginez? Vous savez, j'ai mal parce que je me dis, l'Algérie ne mérite pas ça. Elle ne mérite pas ça, l'Algérie. Donc on est passé de 80 à 48. 30 à 32 pays ont retiré leur soutien. Vous imaginez la gravité? Et on ne se pose pas de questions. Normal, hein? Adé. On ne dit pas qu'il y a quelque chose qui va mal. Non, on continue à répéter la même chose. Nos diplomates fonctionnaires répètent toujours la même chose. Oui, il faut un référendum dans le cadre de l'ONU, Mais l'ONU, c'est fini. L'ONU n'a plus de pouvoir, l'ONU. C'est fini. Regardez Gaza. Est-ce que l'ONU a mis fin à la guerre? Est-ce que l'ONU a mis fin à la famine? Non, c'est fini, l'ONU. Il faut faire preuve de pensée constructive et innovante, ya nos chers diplomates. Arrêtez d'être fonctionnaires. Arrêtez d'être des soldats dans votre tête. Vous croyez que pour libérer les 52 diplomates américains à l'ambassade des États-Unis à Téhéran, vous croyez que feu Mohamed Siddiq Ben Yahya a dit aux Iraniens il faut respecter la légalité internationale, vous n'avez pas le droit d'emprisonner ou de prendre en otage les diplomates, dans le cadre de l'ONU c'est interdit. Vous croyez que c'est comme ça qu'il leur a parlé, Mohamed Siddiq Ben Yahya, pour libérer les 52 diplomates américains à l'ambassade des États-Unis à Téhéran? Non, il a négocié, il a fait preuve de pensée constructive et innovante. Non, c'est toujours pareil. Non, il faut... l'ONU a dit il faut un référendum, donc il faut un référendum, et le monde a changé. Et la preuve, regardez ce qui se passe. Voilà, dernière en date, Portugal. Vous savez que nous livrons du gaz au Portugal. C'est un grand partenaire. Le Portugal soutient à son tour le plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental. Waouh. Tous les mois, on a un nouveau pays, partenaire de l'Algérie, qui reconnaît la marocanité du Sahara occidental. Et bien sûr, nous allons sûrement regretter la décision du Portugal, comme nous avons regretté les autres décisions des autres pays. Vous croyez que c'est comme ça qu'on fait de la diplomatie? Nous regrettons que... Mais c'est pas ça la diplomatie. C'est pour ça que j'ai commencé par vous dire quelles sont les compétences requises pour être diplomate. Non, répéter comme des perroquets, c'est pas de la diplomatie, non. Pour le ministre des Affaires étrangères portugais, la proposition de Rabat est la base la plus sérieuse
crédible et constructive pour parvenir à une solution. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Pour le ministre des Affaires étrangères portugais, Paulo Rangel, la proposition de Rabat, c'est-à-dire du Maroc, est la base la plus sérieuse, crédible et constructive pour parvenir à une solution. Lisbonne rejoint ainsi la position d'autres pays européens comme le Royaume-Uni et la France. Sérieuse, crédible et constructive. Ça vous rappelle rien, ça? Parmi les compétences requises pour être diplomate, il faut avoir une pensée constructive et innovante. Et bien, c'est la même phrase qu'a sorti le ministre des Affaires étrangères portugais. Base sérieuse, crédible et constructive. 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 En gros, il dit quoi? Que la position algérienne n'est pas sérieuse, n'est pas crédible et n'est pas constructive. Parce que nos diplomates algériens qui gèrent le dossier sahraoui ne réfléchissent plus, ne construisent plus. La capacité de construire des relations. Donc, pensée constructive et innovante et la capacité à construire des relations. Comment ça se fait? Notre ambassadeur à Lisbonne, il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait à Lisbonne? Il n'est pas capable de discuter avec le ministre des Affaires étrangères et essayer de défendre la position de l'Algérie par rapport au Sahara? Ben non, parce que ça ne réfléchit plus. Vous savez c'est qui l'ambassadeur? Notre ambassadeur algérien à Lisbonne, vous savez c'est qui? C'est son excellence Saïd Moussi. C'est lui qui était à Paris et qui a été rappelé à Alger. Et tout de suite il a été nommé à Lisbonne. Vous savez pourquoi il a été rappelé? On va dire l'Algérie a retrait de l'ambassadeur algérien de Paris. Vous savez pourquoi? Parce que la France avait reconnu aussi la marocanité du Sahara occidental. Et vous savez, juste avant, il était où? Il était en Espagne. Et vous savez pourquoi il a été rappelé de Madrid? Parce que l'Espagne aussi avait reconnu la marocanité du Sahara occidental. Donc ça fait 3 pays où il a été ambassadeur, et ces 3 pays n'ont pas défendu la position de l'Algérie, bien au contraire, ils ont défendu la position du Maroc. Bien sûr, c'est normal ça. Hein. Un ambassadeur qui échoue 3 fois, on le laisse encore ambassadeur. Après quoi? Donc on va le rappeler là. Hein. On va rappeler l'ambassadeur d'Algérie à Lisbonne, on va le mettre où? Dans un autre pays? On va le mettre en Russie peut-être. Puis après la Russie aussi va reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Puis après on va le remettre où? On va le mettre au Japon. Pardon. On va le mettre en Chine, à Pékin. Et Pékin aussi va reconnaître la marocanité du Sahara occidental, puis on va le mettre où après? Non, bzaf. Donc vous voulez toujours pas reprendre mon idée. Parce que ça, mon idée de double souveraineté, c'est crédible, c'est sérieux et c'est constructif. Mais انتوما لا واحد جزائري يجيب لكم فكره جديده مبادره جديده ما تستعرفوش بها. لا كما تاع توتال قلت لكم ما تسنيوش. واش درتوا؟ رحتوا سنيتوا معاها وهي شركه فاسده محكومه بالفساد في الجزائر في فرنسا وفي امريكا بصح تسنيوا معاها. ساعدكم. برافو عليكم. Donc vous voulez toujours pas reprendre mon idée, non? Ça vous intéresse pas? Vous continuez à accumuler des catastrophes, c'est ça? Ça fait 12 ans, hein? 12 ans. 12 ans que je défends cette idée. 12 ans. Et cette idée, elle est appliquée à Andorre. Vous savez qu'il y a une double souveraineté à Andorre, entre la France et l'Espagne, depuis 1278. Elle a été appliquée au Soudan. Vous savez qu'entre 1899 et 1956, le Soudan était géré par une double souveraineté, égyptienne et anglaise, britannique. Et vous savez aussi que ça a été appliqué donc dans le Pacifique. Je vais vous sortir la date, pour pas dire pendant 10 ans aussi. Ah oui, pendant 10 ans. Vous croyez que j'invente des choses ou quoi? Non mais sans blague. Est-ce que vous croyez que je sors les choses de ma tête? Voilà, je vais bien vous le montrer, comme ça va être très clair pour vous. Les îles Samoa, donc c'était 3 pays. Donc entre 1889 et 1899, États-Unis, Allemagne et Royaume-Uni, les 3 pays ont géré les îles Samoa dans le Pacifique. Et pareil, là vous avez vu, il y a Andorre depuis 1278 et vous avez le Soudan juste au-dessus normalement. Voilà. Et le Soudan, voilà, de 1899 à 1956, pendant 57 ans. Mais j'ai tout expliqué dans ma présentation de l'idée. J'ai tout expliqué.
Tout maintenant, vous répétez toujours la même chose, toujours la même chose. Ben oui, mais moi je fais preuve de pensée constructive et innovante. Je répète pas bêtement un discours qui est périmé depuis 75. C'est fini ça. Donc après le Portugal, donc 19 juillet 2025, a reconnu la marocanité du Sahara occidental. Bon, juste avant, il y avait qui? Il y avait le Ghana. Ben oui, le Ghana, dès le mois de janvier, il avait le Ghana, grand pays panafricain, vous connaissez, Kwame Nkrumah, le grand panafricaniste. Le Ghana a toujours défendu le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, a toujours défendu. Donc le Polisario, ben maintenant, non, c'est fini. Le Ghana annonce la suspension de ses liens avec le Sahara occidental. Donc ça, c'était dès le mois de janvier. Et au mois de juin, ben, il a carrément reconnu la marocanité du Sahara occidental. Voilà. Mais c'est catastrophique. Et bien sûr, c'est un pays africain, ça, hein. On laisse faire, normal. On bouge pas, hein, on répète toujours la même chose. Donc le 2 juin, le Royaume-Uni se rallie au Maroc pour le Sahara occidental. Et le Royaume-Uni, c'est pas n'importe qui. Membre permanent au Conseil de sécurité. Vous savez que l'Algérie est en ce moment, jusqu'au 31 décembre, au Conseil de sécurité. Vous savez, parmi les 15. On n'a même pas été capable de convaincre l'ambassadeur britannique de ne pas reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Vous savez que le Maroc n'est pas au Conseil de sécurité. L'Algérie y est. Le Maroc n'y est pas. Comment ça se fait qu'il arrive à avoir du succès, le Maroc, et nous, on n'en a pas? Comment ça se fait? On est membre non permanent pendant 2 ans, donc jusqu'au 31 décembre, du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc il n'y a que 15 pays, 5 qui sont permanents et 10 qui ne sont pas permanents. Comment ça se fait qu'on a des échecs et le Maroc a des résultats? Avec l'Angleterre qui est membre permanent, donc il a le droit de veto. Il faut réfléchir. Ça ne va pas. Ça ne va pas. واش من اللغة نقول لكم باللي أمور ما تعجبش. Regarde, ça c'est le ministre des Affaires étrangères britannique. En plus, il est africain d'origine, vous voyez. C'est pas un blond aux yeux bleus, vous voyez bien. Aïe, 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 David Lamy. Et qu'est-ce qu'a dit David Lamy? Pareil, Galec, c'est une... Écoutez-moi bien. La proposition marocaine, c'est une base crédible, viable et pragmatique. Crédible, viable et pragmatique. Mais c'est exactement ma proposition. Elle est crédible, viable et pragmatique. Et elle est constructive, comme disaient les Portugais. Mais pour les Algériens, non. نكراشي ما تدوهاش فيه. هذاك دخلوا الحبس برك وما تدوهاش فيه، ما تهضروا عليه ما والو. خلوه يهضر. C'est comme ça que mes propositions sont traitées en Algérie, vous le savez. ما تدوهاش فيه. خلوا التيتانيك الجيري يكولي، مي رشيد نكال الافكار تاعو ما تدوهاش فيه. خليه. هذاك تاع حبس برك وخليه يهضر. C'est bien. Donc Portugal, Ghana, Royaume-Uni. Les Français, c'était le 30 juillet 2024. Voilà, on a rappelé notre ambassadeur, mais on donne un contrat total. Hein, oui, نتفاهموا. نديروا راحنا نزعفوا مع فرنسا وتحت نمدوا total contrat. Mais elle est où la diplomatie algérienne? Elle est où la diplomatie algérienne? Elle est où? Yeah, comme تشوفوا ها. En 2022, Macron جا الجزائر، انا كنت في الحبس août 2022. وعامين من بعد سيبو في المغرب دار على الجزائر 180 degrés. Normal, عادي. Et la diplomatie algérienne, bravo. Hein. Alors bien sûr, je vais entendre des gens qui vont dire « Oui, mais Rachid, comment ça se fait que tu critiques la diplomatie algérienne ?» Mais je critique les échecs de la diplomatie algérienne. Vous avez bien vu que quand la diplomatie algérienne, il y avait des réussites, j'ai applaudi. Je ne vais pas applaudir un chat mort quand même. Je ne vais pas applaudir des diplomates qui ne sont pas des diplomates et qui échouent dans tous les dossiers, voyons. Citez-moi un seul dossier où l'Algérie a réussi ces derniers temps. Dites-moi, Bargoul ou les Barques. Quel est le dossier où l'Algérie a réussi? Est-ce qu'on a libéré les otages à Gaza? Ou est-ce qu'on a fait reconnaître un État palestinien à l'ONU? Alors qu'on est membre non permanent de l'ONU jusqu'au 31 décembre. Et vous savez que j'ai fait une proposition là aussi, de reconnaître d'abord un État palestinien à Ramallah, et ensuite, dans un deuxième temps, on intégrerait Gaza. Un peu le modèle allemand. Il y avait la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique d'Allemagne. Elles ont été divisées de 1945 à 1990, donc jusqu'au 3 octobre 1990, et ensuite il y a eu la réunification. Donc j'ai proposé le même modèle. Mais nos diplomates algériens, non, Rachid, ما تدوهاش فيه. Eh ben,
Kolo qui m'a titané. Allez, donc après, donc on a dit les Français. Qu'est-ce qu'il y a eu avant? 9 avril, donc mois de 2020, qui a été réitéré en mars 2025. Donc premier mandat de Trump, deuxième mandat de Trump. Washington reconnaît la souveraineté entière du Maroc sur le Sahara occidental. Et là, j'ai fait exprès de vous prendre un journal tunisien. Tunisie Focus. Voilà, pour vous dire que même nos frères tunisiens, bah oui, ils voient bien que ça va pas. Washington reconnaît la souveraineté entière du Maroc sur le Sahara occidental. Regardez. Tunisie Focus. Tunisie Focus. 9 avril 2025. Vous voyez? Et Washington, c'est pas n'importe qui. Membre permanent du Conseil de sécurité. Washington a le droit de veto. Donc ça fait déjà 2 pays qui ont le droit de veto, qui approuvent le plan d'autonomie du Maroc au Sahara occidental. Et nous, on répète toujours la même chose. Nous regrettons la position des États-Unis, nous regrettons la position du Royaume-Uni, nous regrettons la position du Ghana, nous regrettons la position de la France, nous regrettons la position de Kifani. Allez, là, nous regrettons de Berlin. Berlin appuie le plan d'autonomie marocain, 26 août 2022. Ça fait beaucoup, là. Hein. Première économie européenne. L'Allemagne reconnaît le plan d'autonomie marocain au Sahara occidental. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand les stratèges de la diplomatie algérienne vont commencer à revoir, à remettre à jour le logiciel diplomatique algérien? Jusqu'à quand? On avait 80 pays en 81 qui reconnaissaient le Sahara, l'indépendance du Sahara. Aujourd'hui, on est à 48 à 50. On a perdu 32 pays. Et on fait comme si tout allait bien. C'est ça l'intelligence diplomatique. Voilà, Berlin. J'ai parlé très sérieusement aujourd'hui, vous avez vu, j'ai évité l'humour, j'ai évité le ton ironique. Portugal, Espagne, France, Ghana, Allemagne, États-Unis, etc. Bon, je ne parle pas d'Israël, etc. Donc rien ne va plus, vous avez compris. Parce que nos diplomates, ah oui, je ne parle même pas de problème du Mali, du Niger, j'en parle même pas, Nos diplomates n'ont pas les compétences requises pour traiter des dossiers sous tension. Ils n'ont pas les compétences. Parce que c'est ces diplomates, qui les a formés? Feu Abdelaziz Bouteflika, qui a bradé, ruiné les richesses du pays, vous le savez. Mohamed Sidi Ben Yahya Sharif Ghelal, vous croyez que c'est Feu Abdelaziz Bouteflika qui les a formés? Pas du tout. Il y avait une école de la diplomatie algérienne depuis les années 60. Vous savez, c'est quoi une école? Vous savez qui était représentant à l'ONU au moment du FLN pendant la guerre d'Algérie? Entre autres, hein, il y avait Del Hussein Ahmed, docteur en droit, qui faisait des conférences sur les droits de l'homme dans le monde entier. Les fonctionnaires. Pourquoi Belmadi, pourquoi il a été retiré en tant que sélectionneur de l'équipe d'Algérie? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il a échoué à qualifier l'Algérie à la Coupe du Monde. Et qu'on a échoué en Coupe d'Afrique, malgré le succès de 2019. Pourquoi au football on applique la règle? Tu échoues, dégage. Pourquoi on n'applique pas dans la diplomatie? Quelqu'un qui échoue, il faut le dégager. Il faut le limoger. Il faut le limoger. On va pas continuer avec les gens qui échouent quand même. Au football, pourquoi on applique la règle et pourquoi on l'appliquerait pas dans le domaine diplomatique? Vous savez, pour finir, je vais dire quelques mots sur la diplomatie énergétique algérienne. Juste quelques mots. Ne vous inquiétez pas. Il y a un livre, il y a une thèse par Madame Sarah Adjel de Biche, ça s'appelle La Sonatrach et la diplomatie énergétique algérienne. Une diplomatie parallèle au service du développement algérien 62-79. 62-71. Vous voyez? Voilà. Parce que la diplomatie, c'est à tous les niveaux. C'est au niveau politique, c'est au niveau énergétique, c'est au niveau économique, c'est au niveau culturel, c'est au niveau juridique. C'est à tous les niveaux la diplomatie. Et sous l'époque de Feu Ouari Boumediene, nous avions une diplomatie énergétique.
Oui, énergétique. Et c'est la raison pour laquelle le président de la République algérienne de l'époque, Feu Walid Boumedienne, avait demandé au secrétaire général de l'ONU en 30 janvier 1974 une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité. Il a obtenu, de l'Assemblée générale des Nations unies, il a obtenu. Et le 10 avril 1974, il a prononcé un discours historique sur le nouvel ordre économique mondial. Et il avait réussi à concilier diplomatie politique avec diplomatie énergétique et diplomatie économique. اليوم معنا la diplomatie politique, la diplomatie énergétique, la diplomatie juridique, et je vais vous le prouver. Vous vous en souvenez, le 24 février 1971, le président Walid Boumedienne a nationalisé les hydrocarbures. Donc la loi a été votée le 24 février, mais appliquée en avril 71. Avril 71. Et là, je vous ai sorti le décret du journal officiel de cette loi. Voilà, voilà. Jarida Rasmiyat Al-Jazair. Vous savez, quand je lis les détails, donc c'était le 25 février 71, vous voyez, Jarida Rasmiyat, voilà, journal officiel algérien. Quand je lis ça, vous savez, j'ai la chair de poule, comment l'Algérie était et ce qu'elle est devenue. Quand je la compare au journal officiel du 11 décembre 1979 avec la loi sur les hydrocarbures. Donc là, vous avez le journal officiel du 25 février 71, où l'Algérie défend la souveraineté énergétique algérienne. 100% du gaz est algérien et 51% du pétrole est algérien. Quand je compare avec le journal officiel du 11 décembre 2019, donc c'était avant l'élection de Seyed El-Majid Tebboune, où en théorie 51% du gaz et du pétrole est algérien, mais dans les faits, vous avez remarqué que ce n'est pas le cas. Et ça date de l'époque de feu Abdelaziz Bouteflika. Vous savez, j'ai envie de pleurer. Vous savez, j'ai envie de pleurer quand je lis la différence entre les deux. على بالكم واحد يبغي يبكي كيشوف الجزائر كي كانت وكي ولات 100% du gaz. Walid Boumedienne قال لهم 100% du gaz est algérien. 100% du gaz est algérien. Et les contrats, c'est 12 ans. Mais chez 30 سنة. 12 ans, pas 30 ans. J'ai mal à notre Algérie. Vous savez, j'ai mal à notre Algérie. Enfin, vous voyez, ordonnance du 24 février 71. C'était une ordonnance à l'époque. C'est-à-dire, c'est le président qui décide. L'Assemblée, là, voilà. على بالكم بها. ما كان لا لا بي ان لا والو كان لا المجلس الشعبي الوطني لا والو الرئيس. C'est une ordonnance. Regardez. Ordonnance numéro 71-8 du 24 février 71 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société d'exploitation des hydrocarbures de Hasirmel et l'ensemble des intérêts miniers détenus par toute société dans les concessions du Nord, Ain Amenas, Tinfoué Sud, TFT, le fameux TFT au Total del Rayo. Dans des concessions du Nord, donc Tinfoué Sud, Al-Ar Est, Al-Ar Ouest, Nesla Est, etc., 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 etc. Tigantourin, Zerzatine, Marastinopec, déjà, vous imaginez déjà. L'Algérie avait 100%. Après, Abdelaziz Bouteflika مد 80 75 70 60 65% كارثة عظمى. كارثة عظمى. Vous savez, j'ai mal quand je dis ça. Il n'y a pas beaucoup de pages, hein. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 pages. 8 pages et 26 pages pour 2019 et 8 pages. En gros, pour la souveraineté algérienne, c'est 8 pages, mais pour céder la souveraineté algérienne, c'est 26 pages. J'ai retrouvé un peu d'humour, vous avez vu. Vous savez, quand vous lisez ça, 8 pages, 8 pages. Voilà, et là, il disait, voilà, pour le pétrole, 51%. Donc, c'est le... Et à chaque fois, il disait au nom du peuple, hein, cache l'ab, hein.
اسم الشعب الجزائري. 51% des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, notamment 51% des intérêts miniers détenus par toute personne physique et morale dans les concessions d'hydrocarbures qui composent en Algérie les patrimoines de la compagnie française des pétroles, CFP. قال لهم بلا جدودكم مدوا 51% واليوم نمدوا على بالكم شحال. Donc pareil, Pétropar, CFP, donc la France, Société nationale des pétroles d'Aquitaine, la France, Compagnie des participations de recherche d'exploitation pétrolière Coparex, pareil, la France, Omnirex, la France, etc., etc., etc. كانوا الزعماء بكري ما كانوش يخافوا من فرنسا. اليوم فرنسا تدخل لي ديبلومات تاعنا في الحبس حتى ما يتحرك. Normal, tout est normal. Donc voilà, signé Houari Boumediene. Voilà, signé Houari Boumediene. Vous voyez, signé Houari Boumediene, signé Houari Boumediene. Et aujourd'hui, on est content. 21 juillet 2025, Algeria Bid Round 2024, signature de 5 contrats internationaux pour l'exploration des hydrocarbures d'une valeur de 600 millions de dollars. 600 millions de dollars. L'Algérie, elle aurait 72 milliards de dollars de réserve. Donc pour 600 millions de dollars, donc c'est rien du tout. C'est combien? C'est même pas Chal. C'est 0,9%, c'est ça? Même pas. Pour 0,9%, on brade les ressources du Sahara. Pour 0,9%, on est content de donner 5 contrats à Total, à Eni, à Sinopec, aux Autrichiens, aux Suisses, aux Qataris, pour 0,9% des réserves de l'Algérie, des réserves de change. On a 72 milliards. Donc pour 600 petits millions de dollars, c'est rien du tout. On brade le Sahara. Waouh. Donc on n'est pas capable de faire ça tout seul. On est obligé de donner 49% à toutes ces sociétés. En plus, la majorité sont corrompues, condamnées pour corruption dans le monde entier. 600 petits millions de dollars. On donne 49% d'une partie du Sahara. Ya Rabbi Karim. Et surtout, on donne un contrat à Total, dont le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a privé 80 diplomates algériens. 80 diplomates, c'est-à-dire 80 personnes qui ont un passeport diplomatique algérien. Donc des hommes politiques, des militaires et des hommes d'affaires, on les a privés de France. Retailleau, on l'a mis dans le France. Retailleau, on l'a mis dans le France et nous, on donne des contrats à Total. Vous imaginez? C'est un peu comme si Mohamed Seder Ben Yahya était interdit d'aller en France, ou la Cherif Guellel était interdit en France. Vous croyez qu'à l'époque de Houari Boumediene, la France se serait permise d'interdire à 80 détenteurs de passeports diplomatiques de venir en France? Vous croyez qu'elle se serait permise, la France? À l'époque de Houari Boumediene, Cherif Guellel, Mohamed Seder Ben Yahya? Jamais! Et vous croyez que Houari Boumediene il va donner des contrats à Total? Alors que la France interdit à 80 détenteurs de passeports diplomatiques de venir en France. 80. 40 le matin, ou Zadelhoum 40 l'après-midi. Vous vous rendez compte? Mais il se prend pour qui, là? Ce chiffre pourrait grimper à 80 d'ici la fin de la journée. Donc l'Algérie ou la Tgourbé. L'Algérie ou la Tgourbé. Donc, راه يرخص في الجزائر هذا برونو ريتايو يرخص فينا فيهم. Moi je m'en fous, vous savez, j'en ai rien à foutre complètement. Donc Bruno Retailleau ولا لكم شكون لا يرخص في الجزائر parce que la diplomatie c'est l'Algérie. Hein. Et nous on fait quoi? On fait une cérémonie et on donne un contrat à Total. Non mais il y a quelque chose qui tombe pas rond, je pense, dans la diplomatie algérienne, dans la politique énergétique algérienne. Mais ça va pas, non? C'est ça la diplomatie énergétique? C'est ça la nouvelle diplomatie énergétique algérienne? Yeah. C'est comme ça qu'on fait la diplomatie? Waouh. En plus, à tous les contrats, vous savez très bien que dans quelques années, il y a quelqu'un qui voudra les remettre en question. Et il y aura des procès internationaux, ce qu'on appelle l'arbitrage. Et à nouveau, on va perdre de l'argent. Comme aujourd'hui, on a perdu 10 milliards de dollars dans des procès intentés par des multinationales étrangers. Donc les mêmes sociétés à qui on vient de faire des cadeaux là,
qui m'a Total, vont porter plainte contre nous à l'étranger et on va perdre de l'argent. Comme là, on a perdu 10 milliards de dollars dans des arbitrages internationaux. Voilà. C'est le député M. Yacoubi qui a dit que l'Algérie a perdu 10 milliards de dollars dans des procès intentés à l'étranger. Voilà. Donc on signe des contrats et après, on n'est pas content, on les remet en question, mais comme ils ont été mal ficelés, parce que nous sommes nullissimes pour rédiger des contrats, c'est pas moi qui le dis, c'est un article de 2016 du journal L'Expression, proche du gouvernement algérien. Regardez qu'on est nul dans le lobbying et on est nul dans les contrats, dans les affaires. Après, on perd de l'argent, 10 milliards de dollars. Vous savez, c'est combien de logements, 10 milliards de dollars? Écoutez, 1 million de logements, c'est 2 milliards de dollars. 1 million de logements. Donc, si on a perdu 10 milliards de dollars, c'est-à-dire qu'on a perdu 5 millions de logements qu'on ne peut pas donner à nos frères, et à nos sœurs, et à nos enfants, et à nos grands-pères, et à nos grands-parents. 5 millions de logements en moins à cause des amateurs qui rédigent mal des contrats. 5 millions de logements. Mais normal, allez. Tout va bien, n'est-ce pas? Tout va bien. Tout va bien. Ben, continuons à faire des cérémonies, donnons des contrats à des entreprises corrompues. Bravo. Bon, on finit avec... vous connaissez comment on va finir maintenant toutes les vidéos. Ben, on va voir si la Sonatrach, le site de la Sonatrach qui lutte contre la corruption fonctionne ou pas. Voilà, Speak Up, vous vous en souvenez? 10 septembre 2023, Sonatrach lance Speak Up pour lutter contre la corruption. Vous vous en souvenez? Speak Up. Speak Up. Speak Up. Il s'agit de la première plateforme numérique de signalement et de détection des actes de corruption. Magnifique, c'était une superbe initiative de la Sonatrach pour lutter contre pour détecter la corruption. Vous voyez, ben on va voir si ça marche. Ouais, c'était dans toute la presse. Même l'APS. Corruption. Sonatrach lance la plateforme numérique de signalement Speak Up. Vous voyez, ça c'est l'APS. Donc le site, c'est celui-là. On va regarder ensemble. Regardez, ça c'est le site officiel pour lutter contre la corruption. Ben, on va voir si ça marche. Parce que moi j'ai envie de dénoncer Total. J'ai envie de dénoncer Total en disant que Total est une entreprise corrompue. Donc voilà le site. J'ai tout préparé à l'avance. Regardez, c'est ce site-là. Ça s'appelle conformité-smac.sonatrach.dz. Regardez. Donc on va cliquer. Hop. On va cliquer. Et bismillah. Est-ce que ça marche? J'espère que ça marche. Hein. C'était inaccessible les 5 derniers jours. Masha'Allah. Eh, voilà, je ne l'ai pas fait avant. Hein. Ah là 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 là, Sonatrach. Masha'Allah. Ah ben là, c'est la surprise. Ah là. Bravo. Attendez, ça marche, j'espère. Ah, ça fait plaisir. Ah, bah bravo. Eh ben voilà. C'est pas compliqué, monsieur le président de la Sonatrach, monsieur Rachid Hachichi. Ben voilà, ça marche. Chef Fafi, hein, la transparence. Ah ben ça fait plaisir, voilà. Structure, conformité, anticorruption. Eh ben voilà, ben bravo. Eh ben bravo. Ben oui, ça fait plaisir. Alhamdoulilah ya Rabbil Alamin. Conformité, anticorruption, voilà, protection, détection, voilà. Bah écoutez, bah, je vais me faire un plaisir d'envoyer un message. Voilà, bah ça marche très bien. Bah bravo. Félicitations. Attention, on revient en arrière. Voilà, Mobrouk alina, Mobrouk alikum. Voilà, Sonatrach, ensemble vers la transparence. Système de management anticorruption. Félicitations, Nestarf bikum. Voilà, bravo. Vous avez, j'ai pas de problème à dire bonne nouvelle. Alhamdoulilah. Politique et code de conduite. Signalement Speak Up, ouais, c'est là, signalement Speak Up. Voilà, ça marche. Vous pouvez dénoncer. Voilà, formulaire de signalement. Voilà, je vais cliquer, formulaire de signalement. Attendez, ça marche. Formulaire de signalement, attendez. Voilà, je clique sur détail, voilà. Fermé, je confirme, voilà. Signaler, on va aller signaler. Alors, la plateforme n'est pas destinée, voilà. Et vous pouvez faire, voilà, vérification. Saisissez votre adresse email. Voilà, ben vous suivez toutes les étapes. Et ben bravo, félicitations. Ben tiens, je vais le faire en direct, je vais mettre mon adresse email. Voilà, hop. MJC, voilà. J'ai mis l'adresse email, donc nekaz.mjc@gmail.com. Envoyez code de vérification, donc je le fais devant vous, envoyez code de vérification, je l'ai fait normalement.
Ça réfléchit un peu? Ok. Envoyer code de vérification. Bon, il veut pas? On va attendre 15 secondes, après je vous laisse tranquille. Bon, il veut pas m'envoyer le code de vérification. Bon, qu'est-ce qui se passe? Galeb, nous utiliserons votre adresse email pour vous envoyer un code de vérification qui vous permettra de valider votre signalement. Pourquoi ça ne marche pas? Vous pouvez le faire vous aussi, s'il vous plaît, comme ça. Voilà, je réactualise. Vous voyez, j'ai réactualisé. Vous voyez, ça tourne. Ça réactualisé. Ah, ça a peut-être marché là. Donc, ah, ça ne marche pas. Donc, je remets mon adresse email. Voilà, vous voyez, j'ai remis mon adresse email. Je clique, envoyer. Bon, bon c'est pas grave. Le webmaster, il va régler ça, Inch'Allah. Je regarde si le mail, j'ai reçu quelque chose ou pas. On ne sait jamais. Hein. Parfois, c'est juste... Alors, je vérifie quand même. Non. Bon, je pense qu'il faut que le webmaster règle ce petit problème. Bon, ça avance déjà, ça avance. Bon, bon, ça marche pas. On réactualise encore une fois. Voilà, je refais, envoyer. Ça va peut-être marcher là. Je vérifie. Je vais dans les spams, on ne sait jamais. Il faut aller dans les spams, on ne sait jamais. Non, bon. Je pense qu'il va régler ça. Bon, je refais quand même une troisième fois, parce que vous savez, je suis gentil. Hein. On aime tous notre pays. Voilà, j'ai remis l'adresse email, j'envoie. Voilà, ça réfléchit. Bon, écoutez, ça marche pas pour l'instant, mais j'espère que la Sonatrach va regarder cette vidéo et qu'elle va pouvoir corriger ce petit bug. C'est un petit bug. Voilà, demain, on refera la même manipulation. Bon, en tout cas, ça va dans le bon sens. La plateforme est en ligne. Bon, c'est vrai qu'on peut pas signaler, mais parce qu'il y a un petit bug. Mais demain, on va refaire la même manipulation. Donc, bravo Sonatrach. Voilà. Et quand c'est une bonne nouvelle, je vous dis que c'est une bonne nouvelle. Même s'il y a un petit bug, c'est quand même une bonne nouvelle. Dernière chose, on vérifie maintenant. Donc Speak Up, c'est en bonne voie. En tout cas, la présentation est en ligne. Maintenant, on vérifie les mandats d'arrêt au niveau de la corruption. Parce que tout ça, c'est lié à la corruption, vous avez compris. Speak Up, à Sonatrach, c'est pour alerter sur la corruption avec les partenaires, les clients de la Sonatrach. Et les mandats d'arrêt internationaux, vous savez que l'Algérie, en 2022, a délivré une trentaine de mandats d'arrêt contre des Algériens condamnés pour corruption et qui sont en fuite à l'étranger, vous voyez. C'était 10 février 2022, là c'était le journal Al-Watan. Et parmi eux, il y a qui? Il y a Khalid Bejaoui qui pèse 2 milliards de dollars, il y a Nassim Trazoul qui pèse 2 milliards de dollars, donc chacun des deux peut construire 1 million de logements pour les Algériens. 1 million de logements. Car le prix de revient d'un logement, c'est 20 000 dollars, c'est-à-dire autour de 400 millions de centimes. Prix de revient, c'est-à-dire prix de construction. Mais prix à la vente. Donc chacun d'eux peut construire 1 million de logements pour les Algériens Msaken qui n'ont pas de logement Msaken. Mais ils sont en fuite à l'étranger et on va voir si les mandats d'arrêt internationaux contre eux sont sur Interpol, oui ou non. Donc ça marche toujours pas, hein, juste pour vous sachiez, ça réfléchit, ça marche toujours pas. Mais allez, c'est pas grave. Interpol. On va sur Interpol, notice rouge. Vous connaissez maintenant le site Interpol, voilà. On va personne recherchée, on va dans le menu, personne recherchée, on clique et on verra si Interpol Algérie a mis à jour les données. Parce que je vous rappelle qu'il y a 2843 mandats d'arrêt entre le 1er janvier 2023 et le 15 décembre 2023. C'est ce que dit El Moudjahid. Hein. Et on va voir s'ils figurent. Mais nous, on s'occupe que de la corruption. Enfin, ce n'est pas notre problème. Donc, recherché par l'Algérie. Recherché par l'Algérie, vous voyez. Recherché par l'Algérie. Vous avez bien vu Algérie, c'est bien écrit. Et on fait rechercher.
Et on descend et on verra s'il y en a qui sont recherchés ou pas. Ah bah là, non. Autant la Sonatrach, elle essaie de corriger le bug, et autant Interpol n'a rien. Personne n'est recherché. On fait une deuxième fois quand même, vous me connaissez, je fais toujours 2 fois. Donc, vous voyez, il y a bien marqué Algérie, recherché par Algérie. Tiens, on va l'effacer, on va le remettre. Voilà, vous voyez, regardez, Algérie, j'ai mis un menu déroulant, Algérie. Donc il y a bien marqué Algérie, on descend, on fait recherche. Et on descend pour vérifier. Eh ben non. Sur 6554 personnes recherchées par Interpol dans le monde entier, aucune personne n'est recherchée à la demande de l'Algérie. Aucune personne. Donc, excusez-moi, mais on est toujours dans l'F. Donc, à nouveau, je demande au ministre des startups algériens d'aider le bureau central national d'Interpol à Alger pour que ces 30 personnes recherchées et condamnées pour corruption bénéficient d'une notice rouge sur le site d'Interpol, parmi lesquelles Farid Bejaoui, Nassim Outkaddour, Abdeslam Bouchouareb et Shakib Khalil. Donc, s'il vous plaît, monsieur le ministre des startups, aidez le bureau d'Interpol à Alger, donc le bureau central national d'Interpol à Alger, à mettre à jour les données relatives aux 30 Algériens qui ont été condamnés par la justice algérienne et contre lesquels la justice algérienne a délivré un mandat d'arrêt international, s'il vous plaît, parce que sinon personne ne va croire que l'Algérie essaye de rechercher ces 30 personnes poursuivies et condamnées pour corruption. Barakallahu fikum, tahiyat Jazair, ou yatikum sah.